Les vraies voix Sud Radio. Alors, Antoine, vos 3 mots de l'actu ce soir, réunion, pink, tiens donc vous faites un anglicisme, et disparition. Allez-y. Et oui, réunion, le premier mot, le nouveau Front Populaire accompagné de la candidate de l'Alliance de gauche, Lucie Castel, avait rendez-vous à l'Élysée ce matin avec Emmanuel Macron. Des réunions organisées par le chef de l'État avec les chefs de parti pour tenter de trouver un consensus afin d'éviter une crise politique née depuis les législatives. À la suite de cette réunion, la gauche accentue la pression sur Matignon et espère qu'Emmanuel Macron prendra sa décision mardi à la fin de tous les rendez-vous. On écoute Marine Tondelier, la présidente des écologistes, à la suite de cette réunion. Ce que nous avons trouvé extrêmement positif, c'est de pouvoir nous adresser à lui pour lui dire que ce feuilleton institutionnel allait devoir s'achever. Il finit ses consultations lundi, il nous faut une réponse mardi. Il y a des urgences et laisser les semaines s'écouler sans s'y attaquer est grave et même irresponsable. Selon Olivier Faure, Emmanuel Macron a évoqué la nomination rapide d'un Premier ministre. Les consultations se sont poursuivies tout au long de la journée avec les chefs de parti du bloc macroniste, puis les Républicains et également le groupe Lyot. Lundi, il recevra le Rassemblement national et son allié Éric Ciotti, ainsi que la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, et le président du Sénat, Gérard Larcher. Bon, alors évidemment, je vous le rappelle, à 18h40, nous aurons notre thématique et vous commencez à y répondre sur le compte X de Sud Radio. Les rencontres avec les partis politiques peuvent-elles influencer le choix d'Emmanuel Macron concernant le Premier ministre? On y reviendra avec nos 3 vraies voix qui vont conserver également leurs arguments pour 18h40. Alors le deuxième mot, pink. Oui, après 4 jours intenses, les démocrates ont mis fin à la convention nationale du parti avec l'investiture de Kamala Harris. Cette élection est l'une des plus importantes de la vie de notre nation, a-t-elle lancé lors de son discours. Kamala Harris a promis de conclure un accord pour une trêve dans la bande de Gaza. La candidate démocrate a pu compter sur de nombreuses stars pour accepter son investiture à la présidentielle américaine. Des shows exceptionnels et notamment celui de la chanteuse américaine Pink. Ah, c'était ça alors, Pink. Exactement, voilà. Venue sur scène accompagnée de sa fille âgée de 13 ans. Toutes les deux ont interprété son tube de 2017. Est-ce que vous vous en rappelez, Frédéric? C'est très émouvant. Ça s'appelle What About Us? On écoute un extrait. Kamala Harris doit maintenant continuer de convaincre en affrontant son rival Donald Trump dans un débat qui constituera le premier face-à-face entre les deux candidats. Je veux bien le point de vue de nos 3 vraies voix. C'est quand même c'est du show, quoi, hein, les campagnes à l'américaine, Mathieu Hoc, hein. Ah, c'est exactement, ça n'a rien à voir avec ce que nous on peut voir en France. Il faut quand même rappeler que Kamala Harris, depuis depuis le retrait de Joe Biden, a levé plus de 300 millions de dollars. Pour donner un titre de comparaison, une campagne électorale en France, ça coûte un peu moins une quinzaine de millions d'euros. Donc il y a véritablement un effet d'échelle qui est assez massif. Non, le plus dur reste à venir pour Kamala Harris, puisque Kamala Harris aujourd'hui, elle bénéficie d'un élan politique qui est lié à la Convention des démocrates, de la même façon que Donald Trump bénéficiait au début du mois de juillet de l'élan lié à la Convention républicaine. Elle bénéficie d'un élan médiatique. En revanche, elle doit affronter aujourd'hui Donald Trump. Elle doit être face à Donald Trump et non plus juste convaincre son camp, parce que quand même Kamala Harris au départ était plutôt une personnalité impopulaire au sein des démocrates. Elle a réussi pour le coup à se faire une place. Maintenant, il va falloir affronter Donald Trump et elle a au moins 3 enjeux clés à jouer. Le premier, c'est ce qu'on appelle le match des bilans, c'est-à-dire qu'elle incarne le bilan de l'administration Biden, qu'elle le veuille ou non, et ce bilan-là est jugé négativement par les Américains sur 2 thématiques clés, l'économie et les sujets migratoires. Ensuite, après, elle doit gagner le match des récits, imposer une campagne progressiste et positive contre celle de Donald Trump, qui est plutôt négative, mais Donald Trump peut changer aussi son axe de campagne. Et puis ensuite, il y a un autre match qu'elle doit gagner, c'est le match des images. Et ce débat du 10 septembre sera l'occasion pour elle d'affronter Donald Trump, mais elle va faire face à un animal politique, un animal médiatique très fort. Ça me donne une idée de question. Alexandar Nikolic, je le rappelle, membre du RN. Alors, qui aura pour le premier un président de la République femme, la France ou les États-Unis, Alexandar Nikolic? Je sais pas qui l'aura en premier, mais ça c'est ce qu'on appelle une question tordue, je vous l'accorde, mais bienvenue. Je suis pas devin et sondeur américain, donc je sais pas ce qui va se passer aux États-Unis. En revanche, oui, je pense qu'en 2027, on a de grandes chances d'avoir une présidente en France et qui vient de nos rangs, oui. D'accord. Mais vous soutenez Kamala Harris ou pas Marne ou sur Oise?
Non, plus sérieusement, c'est pas moi de prendre position aux États-Unis sur la politique américaine. On sait que c'est très différent de chez nous, où effectivement c'est la musique, l'émotion globale, c'est les tendances qui jouent beaucoup et qui influencent les résultats, même beaucoup sur la personnalité des candidats. Est-ce qu'ils sont croyants ou pas? Est-ce que ils aiment plus ou moins ça? Est-ce que ils incarnent quelque chose qui peut plaire plus que les idées? On sait que Kamala Harris en 2021, elle avait eu du mal un petit peu sur certains débats, ce qui avait fait qu'elle avait été un petit peu écartée médiatiquement. On sait qu'elle est meilleure oratrice pour s'exprimer devant un public que quand il y a une opposition. Notamment, ça avait été le cas face à des journalistes ou face à d'autres débatteurs. Donc là, ce débat face à Donald Trump, ça va être un vrai challenge pour elle, et ça sera intéressant. Je pense que ça sera un moment important de l'élection américaine. Philippe Bouriaki, c'est qui votre candidat préféré dans l'histoire? C'est Trump ou c'est Harris? Il n'y a pas photo, c'est Harris pour moi. Je parle sur les idées globales. Et l'intérêt pour la France, c'est... ça sera plutôt Harris que Trump. Pourquoi? Trump, c'est un pro-russe. Ça nous met dans une situation délicate par rapport à notre position sur l'Ukraine. Moi, c'est indéniable. Harris sera plus proche de nous que Trump. Ceci dit, c'est pas gagné. C'est pas gagné, même si on sent qu'il y a une ferveur, il y a une poussée, parce qu'effectivement, tu l'as bien dit, après cette convention, on sent un élan, une ferveur, puis des stars sont en train de s'impliquer, plus sur le camp démocrate que sur le camp républicain, mais ça c'est un petit peu culturel. Mais le problème aux États-Unis, alors l'élection, elle n'est pas l'élection directe, mais l'élection indirecte, et puis surtout, en fin de compte, Alexandre l'a dit, on s'adresse... Lorsqu'on s'adresse au peuple américain, on s'adresse pas à un peuple uni. Comme c'est un État fédéral, tu t'adresses... 51 États. C'est ça, je parle pas de la même façon au Michigan que lorsque tu es en Louisiane, par exemple. Et puis, quand tu parles au Michigan, il faut que tu parles à plusieurs communautés. Alors que nous, on n'a pas... Et j'espère qu'on n'arrivera jamais, nous, à avoir ce principe de communauté. Tu parles à la communauté latine, la communauté afro-américaine, la communauté texane, la communauté homosexuelle, la communauté lesbienne. Enfin, nous, en France, on parle à la nation entière. Donc, ce discours, il est un peu compliqué, un peu complexe. Ça change quand même, si je peux me permettre. Il faut pas et notamment, même on se souvient même d'Emmanuel Macron qui avait dit sur les plans d'investissement en banlieue que ça ne pouvait pas être Jean-Louis Borloo parce qu'il était blanc. Et c'est du pur racialisme. Ce que moi je juge. Il a dit ça? Bien sûr qu'il avait dit ça. Bon, d'accord. Il avait dit que c'est une erreur d'expression. Mais sur le fond, il a raison. Ça peut pas être Jean-Louis Borloo. Parce qu'il est blanc? Non. Ce que je vous propose, messieurs, c'est les identités en France, on a un modèle inverse. Aux États-unis, on reste un modèle. Vous voyez, Antoine Mazère, vous avez trouvé une thématique. Ça peut pas être Jean-Louis Borloo parce qu'il n'est pas issu du terrain. Et je crois qu'il faut toujours mettre des spécialistes. Voilà. Mais c'était pas comme ça que ça avait été exprimé. C'est une erreur de langage. Très bien. Alors, faites attention parce qu'il y a 3 mots dans l'actu et là, on risque d'en avoir que 2, comme Quentin Cabanis, notre réalisateur, me le rappelle. Alors, 3e mot, et là, on va prendre un ton effectivement un peu plus triste. C'est le mot disparition, Antoine Mazère. Et oui, on en a beaucoup parlé sur Sud Radio suite à la disparition du jeune rugbyman français en Afrique du Sud avec l'équipe de France des moins de 18 ans. Il y a un peu plus de 2 semaines maintenant, la famille du jeune rugbyman Mehdi Nargissi, emporté par de forts courants au large du Cap sud-africain, a annoncé avoir saisi le parquet d'Agen. L'objectif pour la famille, obtenir l'ouverture d'une procédure pour connaître les causes de la disparition. Ils cherchent à comprendre comment leur fils de 17 ans a-t-il pu être emporté par les vagues sous les yeux de leur entraîneur de l'équipe de France. L'avocat de la famille, maître Édouard Martial, était l'invité ce matin de Benjamin Glaise sur Sud Radio. Il est revenu sur l'incident avec l'incompréhension de savoir que sur place, il était impossible de prévenir les secours. On l'écoute. Je pense que tout le monde va rester bouche bée quand on saura que sur cette plage, aucun opérateur n'a le signal. C'est-à-dire que à cet endroit-là, à l'instant où on constate qu'il y a des problèmes et que des enfants peuvent être en difficulté dans l'océan, ce qui s'est passé, il est impossible de prévenir les secours. Heureusement, un des gardes du parc national, qui avait un poste d'observation au-dessus, sur la falaise, a vu que les enfants étaient en difficulté et a commencé à présenter les secours de telle manière que tout de suite hélicoptères et dinghy puissent être actionnés sur l'océan lui-même. Le président de la Fédération française de rugby, Florian Gris, a quant à lui lancé une enquête interne précisant que le staff de l'équipe de France avait décidé d'aller à cet endroit et a décidé d'y mettre les joueurs à l'eau. C'est une incompréhension, les règles n'ont pas été respectées, une erreur a été commise, c'est une évidence, a-t-il déclaré sur TF1 le président. Merci Antoine Mazère.